Bonjour tout le monde, bienvenue à notre colloque d'histoire 2020. Dans le fond, aujourd'hui, on a quand même une couple de sujets assez intéressants qui vont être présentés. Avant qu'on commence, j'ai juste quelques petites informations à vous donner. Pour les gens qui présentent et pour à peu près n'importe qui, évitez de vous promener dans le coin là-bas à cause de toutes les fils puis pour pas briser les caméras et tout le matériel. Fait que pour la première présentation, c'est une table ronde qui va parler du rapport entre histoire et mémoire et le rôle de l'historien. Vous n'êtes probablement pas sans savoir, pour ceux et celles ici qui suivent l'actualité, que les questions de nature mémorielle, commémorative, défraient la chronique, défraient tout un nombre de polémiques, donc depuis maintenant quelques années, et on peut être assez certain que ça va se poursuivre encore pendant quelques temps. Il me semblait important donc de réfléchir au rapport, au rôle de l'historien et de l'histoire par rapport à ces questions mémorielles. Donc c'est clair que la mémoire publique ne peut pas être immobile, elle ne peut pas être statique, mais elle ne peut pas non plus être une sorte de tribunal permanent, et on est toujours en train de réévaluer les choses. La session dernière, j'ai participé à une activité de recherche avec le professeur Jean-Pierre Le Glonec, où mon équipe et moi, on a examiné la construction des lieux de mémoire en lien avec la révolte des esclaves de la Nouvelle-Orléans en 1811. Et puis, on a étudié des articles du journal Times-Picayune entre 1994 et 2012 pour essayer de voir comment cette mémoire-là s'était construite au fil du temps. Ce qu'on a remarqué, c'est que les lieux de mémoire sont des éléments d'importance qui soient physiques ou non, et qui, par la volonté humaine, deviennent des symboles de l'héritage et de l'histoire d'une communauté ou d'une société, ou ils peuvent être immatériels, comme des événements ou des associations ou des personnes qui militent pour la mémoire de ces événements-là. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on devrait se poser comme question, c'est la remise en question de ce qu'on considère bien et mal dans le passé. Puis là, on va s'embarquer dans quelque chose qu'on appelle la relativité des valeurs. En fait, aujourd'hui, ce qu'on considère bien ne l'était pas nécessairement il y a 100 ans. Puis, ce qui est légitime et légal est tout le temps en constant changement par la jurisprudence. Moi, mon souci là-dedans, c'est que je trouve que les politiciens ou les dirigeants se servent définitivement de ces groupes-là pour faire un peu de clientélisme. Fait que je me demande jusqu'où ça peut servir leur cause, si on revient initialement à leur but, leur revendication, de vouloir retirer des statuts. À qui ça sert? C'est une chose de ne pas vouloir effacer des éléments de la mémoire, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut les célébrer? Pas de mémoire sans histoire, mais en même temps, Pierre Nora insiste là-dessus dans le texte en question. Pour lui, la mémoire est en guerre. Oui, l'histoire est en guerre avec la mémoire. Le but de l'histoire, c'est d'éradiquer la mémoire. C'est sentimental, c'est plein de fausses idées, c'est pas assez compliqué, c'est simplificateur. Tous ces récits de nous-mêmes, qu'ils soient individuels ou collectifs, ils servent donc à ancrer notre conscience d'être vivant, notre capacité d'introspection. On est les histoires que nous nous racontons. Le résultat de cette conscience de soi, ce regard sur soi, qu'on attribue uniquement à l'humain. Donc, il rebondit toujours sur soi-même. L'histoire, telle qu'on la raconte, doit nous permettre de comprendre, de nous situer par rapport à l'autre. C'est un réflexe intuitif, confortable, qui va de soi, de se regarder soi-même. Mais on vient là tout juste de parler de mémoire. Il y a des liens à faire, hein? Ça explique aussi que l'histoire est ethnocentrée. Comme vous l'avez appris dans de nombreux cours que vous avez suivis, l'histoire, c'est celle des vainqueurs, c'est celle des gagnants, c'est celle, entre guillemets, du dominant. C'est ça, la France part coloniser une partie de l'Afrique. À ce moment-là, on tente de faire ça par pacification, mais non, les relations sont pas bonnes. Les Français ne s'y prennent pas vraiment bien. C'est à ce moment-là qu'on décide qu'on a besoin de recruter des militaires pour faire respecter les lois, sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas les faire venir d'Europe parce que ça coûte trop cher. Donc, on va y aller sur un recrutement local. On sait qu'en Oubangui-Chari, vers 1928-1931, on a eu quelques problèmes avec les Panas et les Bayas, mais c'est les seuls problèmes qu'on connaît à ce jour. C'est un moment où on souhaite la pacification avec des peuples, mais ça finit en guerre. Donc, à chaque fois, il y a de la violence. Donc, il y a des réactions assez fortes des deux côtés. Puis c'est là encore qu'on va renforcer les troupes en Oubangui-Chari. Puis finalement, en 1946, qui est la période sur laquelle je me concentrais peut-être un peu plus, c'est l'Union française. L'Union française, qu'est-ce que ça signifie? La métropole rattache ses colonies à la République française, donc ce n'est plus des indigènes, mais ce sont des Africains. On n'a plus de code de l'indigénat, mais il faut garder en tête que la domination quand même de la France reste là, sur la métropole, donc le maintien de l'ordre aussi. Voilà.
Peut-être juste un autre détail. Victoria a parlé de Lubangui-Chari tantôt. Moi aussi, c'est sur Lubangui-Chari. Dans le fond, le travail que j'ai fait l'été, c'était un petit peu pour préparer le séminaire qu'on a eu à l'automne. Donc, ça rentrait dans le cadre du cours. Donc, j'ai dû lire des sources comme Victoria, dactylographiées. Donc, il n'y a pas le problème de la paléographie là, à ce niveau-là. Ça s'est quand même assez bien fait. Ce que j'avais à faire en premier lieu avec les sources, c'est grâce au logiciel Zotero, que vous devriez tous connaître, tous et toutes connaître. J'ai dû indexer les sources, donc écrire des petits résumés. Ça peut être des listes à puces, là, pas des gros résumés, pour chacune des sources, pour qu'après ça, Patrick, quand il a à écrire des articles, Monsieur Dramé, quand il a à écrire des articles, puisse chercher par mots, puis ça va lui donner les sources qui traitent du sujet qui l'intéresse. Puis après ça, après avoir indexé les sources, avec les informations acquises, il y a un petit problème ici. Les bandes noires ne sont pas supposées. Ah, c'est le micro. J'ai rien dit. C'est une ombre. Mais. Désolé. Il n'y a pas de problème. Ça reste très colonial comme carte, là, parce que ça, c'est un des aspects, une des conclusions un peu du projet aussi. C'est que. Il y a une espèce de dissonance cognitive entre les colonisés et les colonisateurs au niveau de l'espace, puis au niveau de l'autorité puis de l'application de l'autorité. Donc, les cartes qu'il y a là, de délimiter vraiment des zones, c'est pas une affaire de locaux. Là. Eux, ils voyaient pas des frontières comme ça. Ils pouvaient se déplacer d'un territoire à l'autre, puis ils sentaient pas qu'ils étaient dans une nouvelle entité politique ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer en présentant moi-même qu'est-ce que j'ai fait. Donc, c'était avec Sophie Abdellah, qui est assise juste là. Donc, c'était de travailler à partir de ces documents d'archives qui ont été dépouillés dans les centres, aux Archives nationales de France, en France. Et c'est des rapports dans lesquels on relate les événements qui ont eu lieu dans des prisons. Il y a beaucoup de renseignements. Donc, si vous voulez en apprendre beaucoup sur les acteurs de la prison parisienne, c'est vraiment peu agréable à consulter, mais très riche en renseignements. Aussi, il y avait un aspect d'étude spatiale qu'on voulait essayer de faire ressortir au travers de tout ça. Donc, par chance, j'ai eu le droit, comme certains d'entre vous, à participer à un cours qui s'appelle « Informatique appliquée à l'histoire ». Et dans ce cours-là, j'ai appris à réaliser des cartes de nature historique. Donc, l'objectif, c'était de réaliser un SIG qui serait en mesure de contenir les informations qui ont été repérées dans les documents. Depuis le 1er janvier, on est rentré dans les années 20. Et les années 20 en histoire des femmes, les années 20 d'il y a un siècle, ça évoque une période assez trouble pour le mouvement féministe, une période extrêmement difficile pour les féministes et plus particulièrement pour les femmes qui militaient pour le droit de vote des femmes, qui vont vraiment se retrouver dans une sorte de tempête anti-suffragiste. Et c'est ça que je voudrais examiner un peu avec vous aujourd'hui et poser la question 1920-2020, même combat, point d'interrogation, en évoquant une diplômée de notre département, Christine Labrie, députée de Sherbrooke, qui a porté plainte, comme vous le savez, récemment à la police pour justement des problèmes d'intimidation dont elle est victime, en dénonçant cette intimidation. Et intimidation, quand on y pense bien, ça veut dire rendre timide. Hein? Et rendre timide, ça veut aussi dire faire taire. On quitte la sphère publique pour retourner dans notre petit cocon. Eh bien, les suffragistes, les féministes vont rencontrer toute une résistance. D'où vient cet amour pour la nature des Allemands? Si vraiment il y en a une, on pourrait le faire débuter avec Goethe, qui lance le mouvement littéraire romantique, où plusieurs personnages se retrouvent en pleine nature. Puis la forêt est perçue comme un endroit mystique et serein, ce qui clash avec ce qu'il y avait au Moyen Âge. Je sais que c'est un endroit lugubre et qu'il fallait éviter absolument. Puis il y aurait une nature unique en Allemagne, surtout les arbres. Puis c'est ça la première partie du Völkisch. C'est un nationalisme basé sur le sang et la terre, sur l'ethnicité et le territoire. Les penseurs naturistes vont trouver que le seul moyen de revenir à eux-mêmes, c'est dans la simplicité, c'est avec la nature. A priori, on peut se dire que c'est des activités parfaites du national-socialisme, la randonnée en montagne puis le nudisme, parce que t'as pas à penser, tu sais, c'est d'une simplicité quand même. L'objectif de Calmet, tout le monde parle d'apparitions, d'anges, de démons, et de savoir ces apparitions-là, si tu verrais ou pas,
Quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que c'est pas vrai, quand est-ce qu'on peut en douter, c'est ça qu'il veut faire. Pour lui, quelqu'un qui se considère magicien ou qui dit qu'il fait de la magicien ou quelqu'un qui se considère sorcière doit être châtié. Évidemment, il va à l'encontre de tout ce qui existait à l'époque, parce que je vous rappelle que l'édit de Colbert, c'est 1608, l'interdiction de condamner qui que ce soit pour sorcellerie, démonologie ou autre chose. Et il y a des choses qui sont purement naturelles. Donc là, il va dire, bien, il faut dissocier ce qui est vraiment relatif au démon puis ce qui est naturel, où on pense que c'est le démon qui va être intervenu. Vous voyez, on est en deux mondes, là. La science peut expliquer des affaires qui va dire qu'on pense que c'est le démon avant qui faisait ça. Mais en même temps, il va dire chose très réelle puisque Dieu les condamne si sévèrement. La souffrance des Ukrainiens a été longtemps mise de côté par les autorités soviétiques parce qu'elle ternissaient l'image du communisme, en fait. Et après, il a fallu attendre l'effondrement de l'URSS pour avoir accès à des archives pour étudier la chose, parce que très peu de journalistes avaient le droit d'aller en URSS à l'époque et souvent, il y avait une image biaisée de la situation. Une politique répressive va remplacer la politique d'ukrainisation en Ukraine à la fin des années 20. Mais en même temps, c'était pour justement essayer de réduire le nationalisme, mais ça va causer un peu le contraire. Les tensions vont augmenter énormément. Et en plus, c'est arrivé au même moment. Bien, il y avait la collectivisation forcée qui satisfaisait aucunement les paysans. Alors, en 1930, la moitié des révoltes qui ont eu lieu à travers l'URSS se sont produites en Ukraine. C'est pour dire à quel point les Ukrainiens étaient très insatisfaits avec les politiques soviétiques. L'importance de l'ouverture du pays est plus qu'une ouverture économique. En fait, majoritairement dans l'Ouest, il va y avoir des ports comme Nagasaki qui vont s'ouvrir, mais qui vont s'ouvrir à la connaissance de l'Ouest. L'Occident va entrer, puis c'est ce que j'aime appeler la traduction de l'Ouest, pas parce qu'on essaie de traduire le mot Ouest, mais parce qu'on traduit tous les livres qui arrivent de l'Ouest, puis on commence à créer une élite intellectuelle dans le pays, puis ça va mener à un grand débat. Est-ce qu'on garde la société traditionnaliste qui a géré le Japon depuis 1500 ans ou est-ce qu'on commence à se moderniser et à s'occidentaliser? En fait, il y a un groupe révolutionnaire qui va apparaître à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle le Sonojoi. C'est un groupe radical, on doit mettre le mot radical, ce n'est pas toutes les portions de la population qui vont adhérer au Sonojoi.